Je me présente, Maria Arsenault. Je suis une des APPR au sein de l'équipe Transfert des connaissances et innovation. La conférence d'aujourd'hui prend forme grâce au soutien du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, de la Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche et de l'unité en transfert des connaissances synaptique. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. Et surtout, à vous et vous toutes qui participez ce midi. Maintenant, dressons un portrait de nos présentatrices. Ramona Rodriguez, infirmière, directrice déléguée à la prévention et contrôle des infections au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, membre actif de la Table nationale de la prévention-contrôle des infections. Elle cumule plus de 36 ans d'expérience en PCI. De plus, elle coordonne le cours de premier cycle en prévention et contrôle des infections à l'École des sciences infirmières Ingram de McGill. Il y a également Nathalie Pigeon, infirmière, détentrice d'un baccalauréat en sciences infirmières et qui possède plusieurs années d'expérience en prévention-contrôle des infections. Nathalie est chef de service en prévention et contrôle des infections au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Aujourd'hui, la présentation a pour titre « Pouvons-nous nous passer des conseillères en prévention-contrôle des infections ?» Nous vous invitons à poser vos questions à la fin de la présentation. Vous pourrez alors les poser soit par écrit ou sous la section conservation ou verbalement, puisque nous ouvrirons à ce moment-là les caméras et les micros. Je serai la modératrice des questions. Alors, sans plus tarder, débutons ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Nathalie Pigeon, chef de service à la prévention et contrôle des infections, comme Marie-Ève m'a si gentiment présentée, accompagnée de Ramona Rodriguez, qui est la directrice déléguée. Je vais commencer avec le partage d'écran si vous me donnez quelques secondes pour qu'on puisse commencer. Marie-Ève, est-ce tu peux confirmer qu'on voit bien mon écran, s'il te plaît? Tout à fait. Parfait. Alors, d'entrée de jeu, j'ai une question à vous poser, donc à réflexion, heu, pour la majorité d'entre vous. Alors, réfléchissez à si je vous posais la question: qu'est-ce qui serait arrivé, lors de la pandémie si les infirmières en prévention des infections n'avaient pas été présentes? Malgré tout, depuis la réforme de 2015, on a perdu beaucoup de personnes en prévention des infections. Si plusieurs d'entre vous, ont, des années d'expérience en prévention des infections, ont certainement pu voir, l'exode de nos, conseillères suite à la réforme de 2015. On a été ébranlés, et depuis la pandémie, on n'y a pas échappé. Donc aujourd'hui, on a regardé un peu, les facteurs et les obstacles qui mènent aux facteurs de rétention ou qui mènent à l'exode. Mais avant de débuter, là, j'ai des problèmes. Donc, avant de débuter, il me fait quand même plaisir de vous présenter trois personnes importantes qui ont contribué grandement à la réalisation du rapport que, pour les résultats, vous seront présentés aujourd'hui. Il s'agit de Mme Fatoumata Binta Diallo, qui est agente de planification, programmation et recherche. Monsieur Sylvain Charbonneau, chef de transfert des connaissances et de l'innovation, ainsi que Garcin Darma, qui est aussi agent de planification, programmation et recherche à la direction des affaires universitaires et de l'enseignement recherche du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Ces personnes-là ont grandement contribué, comme je le mentionnais, à l'analyse des résultats pour lesquels on fait la présentation aujourd'hui. Il est important aussi de souligner le soutien de toutes ces personnes, donc Madame Hachimi Idrissi, qui est la PDGA du CIUS, Madame Fatimata Azara Laziri, ainsi que Monsieur Gilles Tisdale, chef du service de documentation, qui nous a permis d'avoir accès à l'ensemble des articles scientifiques qui soutiennent notre présentation.
ainsi que tous les participants qui ont répondu aux questionnaires qui ont été envoyés et nos réviseurs externes. Je passe la parole à Mme Rodriguez. Merci, Nathalie. Comme vous le savez, au Canada, comme dans nombreux pays occidentaux, le manque de main-d'œuvre infirmière ne cesse de s'accroître, et ceci même avant la pandémie. En 2015, comme Nathalie a mentionné, avec la réorganisation des services de santé, le taux de postes vacants au Québec était de 2,3 %. En 2017, avec les réformes en prévention et contrôle des infections, on a perdu plusieurs conseillers cadres dus à la création des CIS et des CIUS et aussi à la réorganisation des cadres. Durant la pandémie, la pénurie des infirmières est devenue encore très évidente, avec un taux de postes vacants de 6,2 %, tout comme le manque de conseillers en PCI. Merlure et Tullier de l'Ordre des infirmiers Québec ont publié en 2022 le taux moyen de rétention de 5 cohortes des infirmières au Québec, celles de 2011 jusqu'à 12, jusqu'à 2016 à 2017, 5 ans après l'entrée dans la profession. On voit qu'il y a en moyenne une perte de 30 % des infirmières dans la région de Montréal et ses environs après 5 ans. Plusieurs établissements de santé sont notamment confrontés au roulement régulier des infirmières. La pandémie de COVID-19 a eu un effet de tsunami sur le système de soins de santé, en particulier sur les travailleurs de la santé. Après la première vague, j'étais embauchée pour venir supporter l'équipe PCI de CIUS l'Ouest de l'île de Montréal. Lorsque je suis arrivée au CIUS l'Ouest de l'île, pendant la deuxième vague, parmi les 15 conseillers PCI, il n'y avait que 5 pour couvrir une région qui desservait un territoire couvrant 38 % de l'île de Montréal. En débit de soutien financier du ministre de Santé et des Services sociaux du Québec pour augmenter l'embauche à 30 conseillers pour notre CIUS, la rotation en PCI se poursuit et nous sommes actuellement de 18 conseillers PCI. Nous avons choisi de procéder à une analyse afin de déterminer les facteurs à prendre en compte et les interventions susceptibles de nous aider à maintenir du personnel stable. Notre PDGA a informé la table de coordination ministérielle en prévention et contrôle des infections de notre initiative d'évaluer la rétention en PCI. Le TCM-PCI a appuyé cette démarche et il nous a été demandé d'élargir le groupe à évaluer et de partager les résultats avec eux. De plus, lors de réunions de TCM-PCI, il a été mentionné que certaines régions de Québec n'avaient pas la même réalité que Montréal. Alors, les groupes d'études ont donc été limités aux régions de Montréal et ses environs afin de ne pas diluer les résultats. L'objectif de cette étude, c'est de documenter la rétention du personnel en PCI dans les établissements de santé de grandes régions de Montréal à l'aide de l'enquête. Le premier, c'est d'identifier des facteurs associés à la rétention du personnel en PCI. Le deuxième, c'est de décrire les enjeux et les principaux besoins ayant un effet sur la rétention. Et le troisième, c'est de faire des recommandations en vue d'amélioration de rétention en PCI. Maintenant, je vais passer à Nathalie pour le résultat et l'analyse. Alors, nous avons, à l'été 2022, fait parvenir un sondage à l'ensemble des équipes de PCI des 14 établissements de santé de la grande région métropolitaine, qui inclut la région de Laval et de Montérégie. Nous avons reçu des réponses provenant de 13 de ces établissements-là, qui est quand même un très beau taux de réponse.
Nous avons reçu les réponses de 122 conseillères en prévention et contrôle des infections, ce qui correspond à 70 de taux de réponse. Donc, on était très heureux de ce pourcentage de réponse. Afin d'appuyer les informations qui ont été recueillies auprès des conseillères en prévention et contrôle des infections, on a aussi fait parvenir un questionnaire formé de questions ouvertes aux gestionnaires de proximité en PCI ainsi qu'aux chefs des unités de soins. Nous avons reçu les réponses de 12 gestionnaires en PCI et de 11 gestionnaires cliniques. Les données quantitatives ont été réparties dans 6 catégories, soit les caractéristiques sociodémographiques, l'organisation du travail, la satisfaction, la reconnaissance, la culture organisationnelle, ainsi que la perception à l'égard de leur futur en prévention et contrôle des infections. On va commencer avec la répartition des caractéristiques sociodémographiques. On s'est intéressé à l'âge des participantes. On remarque que dans notre échantillon, la majorité des répondantes sont âgées entre 30 et 49 ans. Vous allez voir au fil de nos interventions que cette donnée est importante à prendre en compte dans nos recommandations. On s'est aussi intéressé à l'expérience comme infirmière. Nous leur avons donné, on a demandé aux conseillères depuis combien d'années elles exerçaient à titre d'infirmière. On constate que la presque totalité, donc 93,4 ont plus de 5 ans d'expérience comme infirmière, donc elles possèdent une bonne expérience clinique. Toutefois, lorsqu'on leur demande depuis combien de temps elles sont en prévention des infections, plus du 2 tiers des répondantes ont débuté dans les services de PCI il y a moins de 5 ans et probablement que la majorité d'entre elles ont intégré les équipes durant les années de prévention, durant les années de pandémie de COVID-19. On s'est aussi questionné sur leur niveau de diplomation. On leur a demandé quel était le plus haut niveau de scolarité ayant obtenu un diplôme. Près de la moitié détiennent le niveau de diplomation exigé pour l'entrée en prévention et contrôle des infections, soit le baccalauréat. Et on a aussi des personnes qui ont répondu avoir détenir un DESS et une maîtrise, mais seulement 2 de ce groupe a une certification en prévention des infections. Oups, excusez, je joue avec ma souris. Alors, c'est quand même des données qui sont très importantes et intéressantes dans notre analyse. Comme on sait que la formation de 2e cycle pour la prévention des infections est une donnée importante, on s'est intéressé à savoir combien d'entre elles avaient complété leur formation en fonction de leur expérience en prévention et contrôle des infections. On remarque que chez les personnes de moins de 5 ans en prévention des infections, 32 ont complété leur niveau de 2e cycle, soit le microprogramme ou le DESS. Donc, il reste 68 de nos conseillères novices qui n'ont pas la scolarité encore requise pour la prévention et contrôle des infections. Et lorsqu'on regarde celles qui ont plus d'expérience en prévention des infections, la moitié ont un diplôme de 2e cycle, soit un microprogramme, une maîtrise ou un DESS. C'est-à-dire qu'on a 44 de nos infirmières d'expérience en prévention et contrôle des infections qui n'ont que le baccalauréat, qui est la norme exigée pour détenir un poste de conseillère en soins infirmiers, volet PCI. Ce qui nous amène à prendre en considération que plus de la moitié de nos ressources en prévention des infections auraient un besoin de poursuivre leur formation spécifique en PCI. Dans ces premières données, on constate deux constats ressortent de ces premières données. Premièrement, l'âge, 30 à 49 ans, ce qui veut dire que nos conseillères sont dans leur pic d'activité professionnelle et familiale et que le niveau de formation spécialisée en PCI pour les infirmières qui exercent le rôle n'est pas encore atteint, malgré les recommandations qui étaient déjà décrites dans le rapport au coin de 2015. Donc, on n'a pas encore atteint cet objectif-là. Pour ce qui est de la question sur l'organisation de travail, nous avons évalué leur acceptabilité au niveau du partage équitable des tâches dans leur équipe, ainsi que leur perception sur la charge de travail.
64 des répondantes ont mentionné que la répartition des tâches est moyennement ou assez équitable dans leur équipe et que leur charge de travail était, somme toute, très acceptable dans 67 pour 67 d'entre elles. Toutefois, plus du 2 tiers de ces répondantes ont estimé que des tâches pouvaient être données à un autre titre d'emploi qu'une conseillère en prévention et contrôle des infections. On s'est aussi intéressé à la satisfaction, notamment en regard de la qualité d'écoute par le supérieur immédiat, l'utilisation optimale de leurs compétences et la satisfaction de l'employé après une journée de travail. On a eu une surprise, en fait, quelques surprises quand on a regardé les résultats. 88 des conseillères nous ont dit avoir une bonne écoute de leur supérieure immédiate. 91 jugent qu'on utilise leurs compétences à bon escient et que 90 se disent quand même satisfaites après une journée de travail. On est quand même agréablement surprise de ces résultats suite aux réponses du sondage. Quand on regarde les notions de satisfaction par rapport à la gestion de leur supérieur immédiat, 88 nous ont dit être assez à extrêmement satisfaites de la gestion de leur supérieur immédiat et 75 se disent quand même satisfaites de leur travail en prévention et des infections au niveau de l'organisation. Quand on regarde le verbatim des commentaires qui ont été obtenus, on mentionne que la revalorisation salariale suite à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou l'instauration de primes augmenterait le niveau de satisfaction de leur emploi. On va voir ces informations-là un peu plus tard au cours de la présentation. On s'est aussi demandé quelle était leur opinion en lien avec leur reconnaissance de leur travail. 79 disent qu'elles se sentent reconnues par leurs collègues. 70 disent avoir le sentiment d'être reconnus par leur gestionnaire. Toutefois, on voit une baisse dramatique pour la reconnaissance de l'organisation face à leur travail. Seulement 32 d'entre elles nous ont mentionné sentir que l'organisation reconnaît leur travail. Dans le tableau d'analyse bivarié, nous avons trouvé une association statistiquement significative en lien avec l'acceptabilité de la charge de travail, la reconnaissance du travail par l'organisation et le niveau de satisfaction des employés après une journée de travail et le nombre d'années d'expérience en prévention et contrôle des infections. 86 des conseillères qui ont plus de 5 ans PCI semblent trouver que leur tâche de travail, comparativement aux conseillères moins expérimentées, mais elles se disent satisfaites après une journée de travail comparativement aux plus jeunes. Et ce qui est marquant, c'est que seulement plus de 85 ne se sentent pas reconnus par leur organisation. Donc, ce sont les seuls paramètres pour lesquels on a pu voir des liens statistiquement reliés. On leur a aussi demandé, pardon, si c'était important pour elles d'avoir de la reconnaissance au travail et sans surprise, la quasi-majorité nous ont répondu que la reconnaissance au travail était important pour elles. Les constats de ces deux paramètres, donc la reconnaissance est primordiale, surtout celle provenant de l'organisation, et que malgré tout, les conseillères se disent quand même satisfaites à plusieurs égards. On a aussi évalué la culture organisationnelle. Elle est représentée par l'opinion des employés sur les mesures qui sont mises en place par l'organisation pour encourager leur bien-être des employés. 23 des conseillères considèrent que leur service ne prend pas suffisamment de mesures pour encourager leur bien-être. Le développement des compétences, on voit là, que les 30 déclarent ne pas recevoir de soutien en lien avec leurs compétences. Plusieurs d'entre elles disent avoir une bonne liberté pour agir et quand même 92 nous disent avoir travaillé dans un climat de travail favorable. Toutefois, bien qu'on a 92, il faut prendre en considération que 8 des répondantes nous ont dit ne pas travailler dans un climat favorable à leur développement et à leur qualité de vie.
La majorité d'entre elles nous ont dit que le bien-être au travail est un élément important dans leur quotidien. Pour ce qui est de la perception à l'égard du futur en PCI, nous leur avons demandé si elles prévoyaient demeurer en PCI après 1 an. 57 nous ont mentionné qu'il était très ou extrêmement probable qu'elles demeurent en PCI. 39 hésitaient encore et 33 nous ont mentionné qu'elle n'était pas du tout possible pour elles de demeurer en prévention et contrôle des infections. Nous avons aussi observé une association statistiquement significative entre le fait de demeurer en prévention et contrôle des infections dans 1 an et la qualité de travail dans l'équipe. Les années d'expérience comme infirmière n'ont aucune influence sur la décision de demeurer au sein de l'équipe de prévention et contrôle des infections. Donc, l'élément majeur qui permet de garder nos conseillères en prévention des infections est relié au climat de travail dans l'équipe. Les constats de ces 2 variables, donc le support au développement qui est nécessaire pour permettre l'avancement professionnel et le climat de travail, comme je viens de le mentionner, qui sont ressortis comme 2 éléments importants. À la suite de ces données, nous avons fait l'analyse autant du verbatim que nous avons recueilli et les données statistiques qui nous ont été transmises. Et nous avons identifié 4 facteurs qui étaient des facteurs qui contribuaient à la rétention, soit les connaissances, le soutien, la reconnaissance et l'organisation. Le premier facteur est lié à la connaissance. Dans les questions ouvertes aux gestionnaires, on nous rapporte que les conseillères qui ont plus de connaissances et de compétences ont tendance à collaborer davantage et sont plus satisfaites, tandis que celles qui ont peu de connaissances se sentent très inquiètes et éprouvent parfois de la frustration. On nous a aussi mentionné qu'il fallait outiller et favoriser la formation et le développement professionnel des conseillères en PCI pour leur permettre, entre autres, d'avoir une certification. Le besoin de formation est soutenu par la littérature, tel que le rapporte en 2021 par Rees et al., que les programmes de formation doivent faire partie intégrante du développement des professionnels des employés. Le besoin de connaissances spécifiques au domaine de la PCI avait déjà été soulevé dans le rapport au coin, comme j'en faisais mention en début de présentation. Le rapport au coin avait été publié en 2005 suite à la crise du Clostridium difficile et il était déjà mentionné que la spécialisation en prévention et contrôle des infections devait être une exigence pour occuper cette fonction. Les programmes de formation universitaire ont depuis été développés. Toutefois, on constate que dans la cible 17 du plan d'action ministériel qui avait été publié pour le 2015-2020, qu'on faisait mention de la réussite du cours d'introduction à la PCI durant la première année de titularisation, ce qui ne semble pas être atteint dans notre échantillonnage de notre sondage. Au niveau de soutien, les conseillers qui ont participé ont mentionné le besoin d'avoir un meilleur encadrement des nouveaux employés. Les gestionnaires ont aussi mentionné qu'il faudra un programme de mentorat ou de coaching personnalisé. Dans l'étude en 2021, Rees et Gilman ont démontré qu'un programme de mentorat soutenu par le personnel expérimenté est bénéfique au développement professionnel des infirmières en général. Il apparaît évident que le nombre de détentrices d'un certificat spécialisé en PCI au Québec est nettement insuffisant pour soutenir l'équipe dans notre établissement. Alors, le rapport statistique sur les effets infirmières et leurs élèves infirmières du Québec, qui est publié en 2021-2022 de l'Ordre des infirmiers du Québec, démontre que le nombre d'infirmières détenant la certification pour les spécialistes en PCI stagne à une trentaine de détentrices depuis 2014. Toutefois, ces statistiques ne précisent pas si ces infirmières exercent leur rôle dans un poste PCI et même s'il était actif en ce moment.
Le professionnel compétent, formé et certifié sont essentiels au développement et l'intégration des novices dans nos équipes. Et comme tu vois dans nos sondages, seulement 2 personnes sont mentionnées d'avoir le titre ACS PCI parmi les 13 CIUS et CIUS. Selon le gestionnaire de PCI qui nous avons questionné, ce dernier rapporte que de rendre disponibles des bourses des études pour le conseiller qui voudrait retourner à l'université pour faire les microprogrammes ou EDSS est un élément que l'organisation devrait mettre en place pour reconnaître les efforts de travail de conseiller PCI. L'étude américaine de Gilman, publiée en 2021, portant sur 445 professionnels en PCI, membres de l'Association américaine, rapporte que plus de moitié de répondants, 58%, ont mentionné que le réimbursement des frais de scolarité était un élément de rétention. Plusieurs conseils de notre étude nous ont aussi mentionné que si elle avait accès à un soutien financier, elle sera plus incline à poursuivre leur formation. Au niveau de reconnaissance, nous avons demandé aux conseillers quels sont les éléments que leur organisation pourrait mettre en place afin d'éviter leur départ. Elle nous a mentionné d'avoir besoin davantage d'écoute, plus de respect et de valorisation de leur travail en PCI. Nous avons posé la même question aux gestionnaires de PCI. Écoute ce qu'elle nous a dit. Il faudrait faire connaître et reconnaître les rôles de la conseillère PCI. Il faut démontrer que nous ne sommes pas seulement des porteuses de mauvaises nouvelles. Les surveillances que nous faisons, les enquêtes épidémiologiques, etc., tout ça permet d'assurer une prestation des soins de qualité et sécuritaire. Nous ne sommes pas des Madame Bébites. Il faudrait aussi rendre disponible l'accès à des bourses d'études pour celles qui veulent continuer leurs études au microprogramme ou encore au DESS. Ainsi, la réponse d'un gestionnaire clinique. Il faudrait améliorer la visibilité et la connaissance des rôles des conseillères auprès des équipes cliniques. Par exemple, organiser des journées ouvertes en PCI, inviter les conseillères PCI à participer aux réunions d'amélioration continue de la qualité, faire en sorte que la conseillère participe activement dans l'identification des solutions. Alors, selon l'étude de Chow et Kim, publiée en 2015, portant sur l'intention de rotation des infirmières en PCI, parmi les 133 infirmières sondées, 66% de celles-ci estiment que si le travail était apprécié par l'organisation, le responsable et leurs collègues, ils étaient plus susceptibles de rester en poste. Dans une enquête nationale réalisée par l'Association professionnelle américaine en 2012, la reconnaissance du travail effectué par la conseillère PCI ont été considérées comme une stratégie de rétention importante. Le dernier facteur identifié concerne l'organisation du travail, la conciliation travail-famille-études, revient dans plusieurs réponses de nos conseillères et les organisations qui permettent des aménagements de travail plus flexibles connaissent moins de roulement de personnel. Donc, la notion de télétravail, la notion d'horaire flexible est revenue à plusieurs reprises dans les réponses. Dans une des, selon Choi, qui a présenté dans cette étude, justement, le fait d'avoir des accommodements au niveau des horaires de travail permettait justement d'avoir moins de roulement de personnel. Nous avons aussi identifié des barrières ou des enjeux qui n'aident pas à la rétention. Donc, on voit les 5 principaux qui ont été soulevés. Tous sont pas mal interreliés entre elles. On leur a demandé la communication est celui qui revient le plus au niveau des facteurs qui ont été identifiés comme enjeux.
On a demandé aux conseillères ce qui les préoccupait le plus. Donc, elles nous ont mentionné le manque d'effectifs, la fatigue, le stress engendré par l'augmentation de la charge de travail, les gardes, le temps supplémentaire. Elles soutiennent que tous ces éléments ont un impact sur la vie familiale. Plus de 70 des conseillères, comme on l'avait mentionné un petit peu en début au niveau de la présentation des données statistiques, pensent que 70 de nos conseillères pensent que certaines tâches sont de nature plus cléricale et qu'elles pourraient être réalisées par d'autres titres d'emploi. Quand on regarde au niveau de la communication, oups, mais je m'excuse, j'ai eu un petit glitch dans mes dans mes diapositives. Donc, sans surprise, la communication revient là, comme étant un élément essentiel. Ce qui est ressorti, c'était notamment en lien avec la clarté des recommandations, le problème de communication difficile. On revient aussi un peu à ce qu'on mentionnait, les infirmières ayant peu d'expérience peuvent émettre des recommandations moins claires, donc ce qui amène un peu de problèmes et d'ambiguïté dans les recommandations. Ils nous ont parlé aussi de transparence et de clarifier les attentes. Dans cette analyse qui a été publiée par Page et Graves dans une étude australienne qui porte sur 153 professionnels en prévention et contrôle des infections, la faible satisfaction au travail a été significativement liée à des facteurs organisationnels, notamment la mauvaise communication et une faible perception du soutien de l'organisation. Dans les autres enjeux mentionnés, donc le manque d'effectifs, les tâches cléricales, le manque de collaboration, les gardes, le télétravail ont été rapportés par les conseillères en prévention des infections et aussi les gestionnaires nous ont mentionné que les horaires flexibles étaient aussi quelque chose à considérer et le manque de collaboration entre les équipes cliniques et la conseillère en prévention des infections était aussi un enjeu qui pouvait amener les problèmes de rétention. Dans leurs études, plusieurs auteurs ont rapporté justement que le stress au travail est l'une des raisons principales qui poussent le personnel à quitter leur emploi. Kowalchuk et Hall ajoutent que le manque de personnel pour remplacer durant les congés de maladie, les vacances, les absences, ça rajoute à une charge de travail supplémentaire à celle qui reste en poste. Cette charge de travail excessive entraîne des symptômes d'épuisement professionnel qui, à leur tour, incitent les infirmières à prendre plus fréquemment des congés, créant ainsi une perturbation cyclique, donc un petit cercle vicieux qui est clairement défavorable à l'organisation et à la qualité des soins. Dans leur analyse systématique de la littérature consacrée à la rétention des infirmières, Maroufou et Hall en 2020 a démontré que les environnements de travail qui responsabilisent et motivent les infirmières sont essentiels pour rajeunir et maintenir la main-d'œuvre en place. Lorsqu'une gestionnaire reconnaît la contribution de son personnel et qu'il y a une communication claire à tous les niveaux, impliquant les infirmières dans le processus de prise de décision, ces environnements de travail responsabilisent et motivent les infirmières. Pour ce qui est de la charge de travail, dans leur publication, Smathers et Salmons mentionnent que la diversification des rôles et la création de nouveaux postes, notamment de personnel de soutien, peuvent être bénéfiques, non seulement pour augmenter la productivité du service, mais aussi pour permettre aux conseillères de se consacrer sur les activités nécessitant leur respective spécifique. Oups. Alors, à la suite de ces constats, nous avons amené des recommandations à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer la situation. Alors, on a divisé les recommandations dans 3 groupes. On a des recommandations pour les ministres, l'organisation et les gestionnaires. Et on a divisé dans les tâches et compétences, les stratégies organisationnelles et les environnements de travail. Pour le ministre, on a envisagé de travailler avec les ordres des infirmiers et infirmières de Québec à la restructuration de l'équipe PCI
et reconnaître les équipes multidisciplinaires composées de différents professionnels. Il faut introduire autres types d'emplois en PCI pour supporter le manque de main-d'œuvre infirmière, tels que les spécialistes en activité clinique, les APPR, les épidémiologistes et les autres professionnels. Il faut définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun. Deuxième, il faut mettre en place un plan d'avancement professionnel et une structure avec des nouveaux titres d'emploi spécifiques au PCI qui offrent la possibilité d'avancement professionnel au sein de services, tout en reconnaissant la scolarité en PCI et l'expérience. En ce moment, on a une structure hiérarchique, conseil PCI et les chefs. Une faible minorité a le privilège d'avoir un infirmier clinicien spécialisé. Mais pour l'instant, tous sont dans la même catégorie d'échelle, 19-13, conseil en soins infirmières, qui date de 1970 et qui ne reconnaissent pas la formation minimale de base requise en PCI. On suggère que les associations de PCI travaillent avec les FIC pour pousser cette demande. C'est le temps, la négociation, c'est en cours. Il faut aussi, pour la majorité, il n'y a pas d'incitation pour la progression horizontale. Une amélioration de salaire qui tienne compte de formations requises à chaque niveau est nécessaire pour retenir ce professionnel. On suggère d'envisager des échelles qui correspondent aux formations. Par exemple, une échelle de micro-programme, une autre échelle pour ceux qui ont un DSS, une autre échelle pour ceux qui vont avoir une maîtrise. Certaines parmi nous n'ont pas le poste conseiller cadre, puisque nous avons dépassé notre ratio organisationnel. Il faut sécuriser quelques postes de conseiller cadre en PCI. Ceci afin d'attirer et de reconnaître la reconnaissance de compétences et nos professionnels de novices jusqu'à l'expert en matière de PCI. Le troisième, c'est d'établir un ratio d'infirmières conseil PCI pour assurer le soutien, l'orientation et la qualité de soins en PCI pour les personnes nouvellement dans l'équipe PCI pour chaque installation. La vision au coin en 2005 était de faire en sorte que toutes les infirmières soient spécialisées en PCI. On n'acceptera pas une infirmière praticienne sans ses licences de pratique, mais pourquoi est-ce qu'il est acceptable d'avoir un infirmier PCI sans sa formation de base ou une certification en PCI? De plus, le conseiller en PCI ou les autres professionnels, il ne devrait pas seulement y avoir un ratio qui couvre le nombre de lits, mais il faut envisager une augmentation du nombre des employés afin de permettre le remplacement en cas de vacances ou de congé maladie. Le quatrième, c'est qu'il faut offrir de financement pour la formation en PCI. Offrir une bourse pour les nouveaux employés en PCI ou une bourse pour un DSS ou une bourse pour une spécialisation. Nous avons cherché des options pour rendre la formation, il faut chercher des options pour rendre la formation obligatoire comme recommandé par Aucoin en 2005. Nous voilà 17 ans plus tard et on est loin des objectifs. Pour l'organisation, le premier, c'est de promouvoir et soutenir les plans de carrière en PCI afin de permettre l'avancement dans le domaine, en investissant dans la personne certifiée par l'Ordre des infirmiers et infirmières Québec. Deuxième, il faut mettre en place un système de reconnaissance et de valorisation des employés en échange de leurs contributions. Par exemple, mettre en place des mesures incitatives en prévoyant des congés pour les heures supplémentaires ou des certificats de reconnaissance. Il faut peut-être concevoir un programme de communication dont l'objectif sera de sensibiliser l'importance de PCI et de mettre en valeur le travail réalisé par l'équipe PCI. Troisième, il faut investir dans le développement d'une culture organisationnelle de PCI. Il faut mettre l'accent sur la collaboration afin d'améliorer le comportement positif et ce qui concerne le PCI dans tous les domaines.
Il faut renforcer le soutien des sentiments qu'on travaille tous en amélioration de PCI. Quatrième, l'organisation doit assurer un financement sécurisé pour la formation continue en PCI, particulièrement des conférences professionnelles qui est offerte par les associations. Pour les gestionnaires, il faut réfléchir sur la réorganisation du travail en PCI. Il faut mettre en place des équipes multidisciplinaires composées de différents professionnels. Il faut aussi s'assurer le soutien administratif afin de rendre la qualité du travail administratif effectué par l'équipe. Il faut envisager les options d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui favorisent la conciliation travail-famille ou travail-études. Il faut aussi évaluer les besoins des services de garde et de s'assurer que ces services sont en place seulement en cas de besoin. Comme exemple, éclosion majeure. Il faut veiller à ce que la coordinatrice de soins soit formée de manière adéquate pour couvrir le PCI dans son absence. Il faut aussi statuer un programme mentorat pour accueillir l'intégration des nouvelles infirmières PCI. Deuxième, il faut favoriser l'empowerment de l'équipe PCI. Il faut soutenir la relation interdisciplinaire entre l'équipe PCI et le responsable clinique de l'organisation, car PCI est une responsabilité partagée. Troisième, il faut favoriser le team building, promouvoir des activités de renforcement des cohésions pour l'équipe. Il faut fournir l'occasion de partager l'expérience et d'apprendre les unes les autres et l'encourage la confiance en soi. Il faut aussi s'assurer un financement pour le team building. Le quatrième, il faut avoir une stratégie d'attraction et d'un processus d'évaluation de la rétention. Probablement utiliser un questionnaire afin d'évaluer leur intention de rester, leurs besoins et ce que l'organisation devrait faire pour l'attraction et la rétention du personnel à l'embauche, pendant le travail et aussi au départ. Alors, les limites de nos études, c'est seul le Conseil de Montréal, de Laval et le Montérégie ont accepté de participer volontairement à remplir le questionnaire. Alors, les données étaient recueillies lors de l'été. Alors, les principaux motifs, les nombreuses réponses ont des congés de malade ou la vacance. Donc, il se pourrait que les employés qui n'ont pas répondu aient un autre point de vue. Le fait d'avoir collecté les données en fin de la période pandémie pourrait avoir aussi affecté la qualité de l'information requise, par exemple la surcharge de travail durant la pandémie. Nos résultats ne prenaient pas non plus en compte l'avis de conseillers qui ont quitté la PCI. Ces données pourraient valider les enjeux en PCI et la raison de leur départ. Les forces de nos études, le premier c'est la première étude québécoise spécifique en PCI. On a une participation de 13 parmi les 14 établissements. Et on a un taux de réponse de 70%. 70% taux de réponse. Et en plus, c'était une étude qualitative et quantitative. Alors, 3 points importants à retenir. Il faut réexaminer et repenser la manière dont nous pouvons améliorer et augmenter le niveau de formation de nos professionnels. La prévention et contrôle des infections est une responsabilité partagée. Alors, les infirmiers PCI ne peuvent pas être le seul à pousser le bateau. Nous devons améliorer notre environnement de travail pour assurer la pratique sécurisée en matière de PCI. Et le dernier, nous avons besoin que nos organisations reconnaissent continuellement l'importance de PCI, promouvoir une culture de PCI et consacrer une reconnaissance à cette spécialisation de l'entrée en fonction aux experts. Alors, le moment est bien choisi. Le plan d'action PCI et les cadres de référence doivent être mis en jour. Alors, il faut, pour ce faire, nous proposons de devoir à nos partenaires clés pour identifier et mettre en place les solutions concrètes et pertinentes. On suggère des groupes de travail ou une table de concertation.
Alors, pour le faire, pour le ministre, on suggère qu'il revoie la structure et le financement. Pour l'organisation, on recommande qu'il investisse dans une culture de valorisation de la PCI. Pour nos gestionnaires, on suggère revoir l'organisation du travail. Alors, notre expérience de la récente pandémie nous a montré que nous avons l'obligation de mettre en place un système de santé plus résilient. Nous ne pouvons plus nous permettre de dépenser à nouveau autant d'argent ni perdre autant de professionnels. Avec une population vieillissante et le risque de changement climatique qui pourrait entraîner de nouvelles éclosions ou une autre pandémie, nous devrons faire en sorte que notre système de santé soit préparé à toute éventualité en matière de PCI. Nous devons tirer des leçons de cette pandémie et de retourner aux recommandations initiales de rapport au coin. Nous devons avoir une structure de PCI reconnue au sein de chaque organisation, qu'elle soit composée de professionnels stables et formés adéquatement avec une certification reconnue. Nous devons prendre conscience de l'importance de PCI et progrès avec confiance. Merci.